C'est un des nouveaux espoirs du Royaume-Uni. Il vient une nouvelle fois du monde du cyclocross et par rapport à Thomas Pidcock, il s'est développé ailleurs avant de signer chez Ineos. Ben Tulett, énorme espoir britannique, a signé pour 3 ans dans l'équipe Ineos Grenadier. Alors qu'il a signé des résultats épatants à seulement 18, 19 et 20 ans, Ben Tulett a donc choisi de rejoindre l'équipe Ineos qui attire là un des nouveaux grands espoirs du cyclisme. Que peut-on attendre de ce transfert? Et est-ce que Ben Tulett va pouvoir se développer aussi bien et rapidement que chez Alpecin? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager la vidéo et à mettre un pouce en l'air car c'est comme ça que vous faites progresser la chaîne. Pour décrypter ce transfert, nous allons revenir sur sa carrière et comme pour Girmay, on va remonter ses 2 années juniors chez Tekers et l'autre Wildeboer-Voorhout Junior. Ensuite, on parlera de ses 2 premières années chez les professionnels avec Alpecin Phoenix. On parlera aussi de la perte qu'il représente pour Alpecin et de son profil, avant d'enchaîner sur le pouvoir et le pourquoi Ineos, et dans quel objectif et dans quel plan d'avenir. Enfin, je donnerai mon avis avant de conclure cette vidéo. En 2018, Ben Tulett est dans l'équipe espoir de Tekers. Il commence sa saison en Belgique en se positionnant bien sur les courses pavées du début de saison. Il enchaîne avec la Dries Dack Axel Junior où il signe une 4e place sur l'étape 2, qui était un contre-la-montre. Il signe une 8e place sur l'Ovo Energy Tour Series Round 8. Il remporte aussi rapidement sa première victoire en junior en s'imposant sur le contre-la-montre de l'étape 4 de l'Act van Bladel. Sur ce même tour, il finira 7e de l'étape 3 et 3e de l'étape 1. Il remporta dès sa première année junior le titre de champion du Royaume-Uni, devançant Louis Aski qui vient de signer chez Groupama FDJ. Sur l'Oberösterreich, il signe une 2e place et sur la première étape avant d'abandonner. Il continue sa très bonne saison avec la ronde des vallées juniors avec une 2e place sur l'étape 1 et 2 avant de terminer 12e de la dernière étape. Il remporte le classement des jeunes, à savoir des juniors de première année, et il finira 3e du classement général. Sur le Junior Tour of Wales qu'il remporte, il sera d'une régularité impressionnante, sans jamais gagner et sortir du top 7 sur les 5 étapes et le prologue. Il termine sa saison par les championnats du monde avec une 38e place sur le contre-la-montre, mais surtout une 17e place sur la course en ligne, à 7 minutes d'un certain Remco Evenepoel. Il se classa 4e des coureurs nés en 2021, devancé par Wandal, Tiberi et Piccolo. En 2019, pour sa 2e année chez les juniors, il change d'équipe et va aux Pays-Bas chez Wildeboer-Voorhout Junior. Il commence sa saison internationale sur la Bernado Junior classique qu'il finit 11e. Il finit 4e de Gand-Wevelgem Junior, tout comme sur la Cyclopark Summer Race Series 7. Il participe ensuite à Obelstavlo, il finit 4e de l'étape 3 et 10e de l'étape 4. Il finira 2e du contre-la-montre junior du Tour of Wales, soit sa première étape avant de reculer au général et d'abandonner le tour. À partir d'octobre, il participe au cyclocross, dont certains en U23. Il y réalise quelques top 20, mais surtout des places aux alentours du top 30. En fin de saison, où internationalement il n'a pas été particulièrement brillant, il signe chez Alpecin Phoenix, connu pour recruter les cyclocrossmen. Durant les 2 saisons juniors qu'on vient d'évoquer, il fut double champion junior de cyclocross. En 2020, il découvre le monde professionnel, tout juste sorti des rangs espoirs avec Alpecin Phoenix. Il commence d'abord son aventure chez Alpecin dans les labourés, avec une 2e place sur le championnat du Royaume-Uni, devancé par Thomas Pidcock. Il sera 4e du cyclocross U23 de Hockerey, avant de terminer sa saison par les championnats du monde U23. Il commence sa carrière sur route 20 jours plus tard sur le Tour of Antalya, où il termine 5e de l'étape reine, mais aussi du général. Il participa au Tour du Poitou-Charentes, où il signe 2 top 20 d'étape et une 54e place au général. Sur le Oko Slovenska, il termine 5e meilleur jeune, tout en réalisant une nouvelle fois 2 top 20 d'étape. Il termine sa saison sur 2 classiques World Tour majeurs, à savoir la Flèche Wallonne qu'il termine à la 35e place et Liège-Bastogne-Liège termine à la 53e place pour une toute première participation. Cette année 2020 n'est pas particulièrement chargée, mais déjà source de belles promesses. En 2021, après de belles promesses entreaperçues en 2020, il commence sa saison sur le Tour du Haut-Var, avec une rentrée en matière correcte, terminant à la 17e place du général. Ensuite, il réalise une série de classiques afin de se préparer aux Ardennaises, qui est son objectif de la saison. Il s'aligne sur l'Amstel Gold Race, qu'il termine à la 17e place, à 3 secondes de Wout van Aert. Ensuite, il réalise une performance remarquée à la Flèche Wallonne, qu'il finit à la 12e place, avant de finir 53e de Liège-Bastogne-Liège. Il va
ensuite participer à son premier tour, typé World Tour, où il signe 2 top 20 d'étape avant d'abandonner. Il reprendra la compétition au Tour de Pologne, où il finit 7ème de l'étape 4, et son bon contre-la-montre lui permet de monter au général et de finir 9ème de ce même général, à 1 minute 08 de Joao Almeida. Sur le Tour d'Allemagne, il finira 22e en signant un top 20. Ensuite, il ira sur son tour national. Il se montre très discret, travaillant plutôt pour Christian Esbaragli et Xandro Meurice. Il est ensuite aligné sur le Il Lombardia, où il réalise une nouvelle grosse performance, en restant en contact des groupes du favori, avec notamment le champion du monde dedans, avant d'être lâché et de reculer petit à petit dans la hiérarchie, finissant 21e de ce monument. Il montre que sa forme est intéressante, en finissant 8e de la Coppa Agostini, et en attaquant et devançant les mouvements de course, tout en ayant Esbaragli et Meurice comme équipier. Il termine sa saison sur le Giro del Veneto, qu'il termine à la 23e place, avant de partir chez Ineos. Maintenant que l'on est revenu sur sa toute jeune carrière, voyons ce qui peut expliquer son départ de chez Alpecin, et surtout pourquoi Alpecin risque d'avoir une grosse perte à combler dans son effectif. Tout d'abord, revenons vite fait sur le profil, car c'est vraiment une donnée très précieuse. Ben Tullet, double champion du monde junior du cyclocross, est à l'image de Van der Poel, Merlier, Vermeersch, Pidcock, encore un énorme talent venu des labourés. Mais sur la route, son talent est tout aussi intéressant. Il a un très gros potentiel, notamment visible sur la Flèche Wallonne, qui lui réussit très bien. Quand on a cette donnée-là, on peut se dire que Tullet est un puncher, mais c'est aussi un grimpeur qui a un très bon potentiel à développer, mais aussi, surtout un potentiel à étendre sur les classements généraux. Sa petite faiblesse serait peut-être au niveau du contre-la-montre, pour lequel il avait montré de quelques belles performances chez les juniors, et cette faiblesse, je pense que c'est plus du fait que c'est un exercice qui n'est pas forcément très travaillé chez Alpecin Phoenix. Donc on se situe sur un profil de coureur du général, à l'aise sur les classiques dont les Ardennaises, et avec un tel profil qui peut être un concurrent chez Alpecin en 2021, hormis Tobias Bayer et Vigne, et peut-être un coureur comme Meurice. Alors Turlet apparaissait comme le leader naturel de cette équipe et surtout celui qui avait déjà de très belles références mais en étant plus jeune. Alors la perte de Tullet elle est peut-être atténuée par la présence de coureurs capables de performer en montagne et dans les classiques vallonnés, mais on ne peut pas prétendre que ces coureurs-là sont capables de faire d'aussi bons résultats sur une Flèche Wallonne, hormis peut-être un Van der Poel pour lequel on n'a pas de réelles données sur cette course. Donc je pense que le profil de Tullet va manquer à Alpecin, mais qu'ils ont toujours les éléments pour exister, et bien exister, sur des profils difficiles, mais peut-être moins présents qu'on ne l'aurait pu l'être avec Tullet, tout en ayant en tête qu'il y aura la marge de progression de ces coureurs à prendre en compte. Maintenant que l'on a vu son profil et qu'on a établi qu'il pouvait laisser un certain vide chez Alpecin, on peut maintenant voir ce qu'il va apporter chez Ineos. Tout d'abord, il va être en concurrence directe avec un grand nombre de coureurs et de leaders en montagne et sur les classements généraux. Cette concurrence, c'est un peu une des marques de fabrique d'Ineos. Mais je pense que vu le potentiel affiché par Tullet, il aura des libertés à l'image d'un Yates cette année. De plus, je le vois bien être co-leader avec Pidcock, voire Kwiatkowski et Yates sur les Ardennaises et peut-être être le seul co-leader de Pidcock sur la Flèche Wallonne. Et donc, on a là un coureur de 20-21 ans qui va arriver dans une équipe qui est reconnue pour les classements généraux, avec une expérience de leader et d'électrons libres chez Alpecin. Donc, pour moi, ça, c'est un plus parce qu'on a une équipe Ineos qui a l'habitude de développer les talents dans les classements généraux et des jeunes, notamment avec, par exemple, Bernal, qui pour moi est un bon exemple. Yetter, cette année, qui fait des belles choses. Guggenhardt. Et donc, on va compléter ça du fait que c'est un renfort opérationnel, avec un très bon potentiel qui arrive directement chez Ineos. Et pourtant, on pourrait presque se dire que c'est dommage de privilégier une place dans l'ombre quand il avait le rôle d'être un leader ou un électron libre chez Alpecin. Il est vrai que c'est un aspect qui est plutôt négatif sur ce transfert, avec normalement une descente dans l'effectif et dans la hiérarchie. Pourtant, je pense qu'Ineos voit en Tullet un successeur à des grimpeurs et des coureurs de tour britanniques qu'ils ont eu et qu'ils soient soit des coureurs d'une semaine ou de 3 semaines et où on doit avoir les références de Tullet encore sur 3 semaines, sur une Vuelta, sur un Giro, sur un Tour de France. De cette façon, je pense que c'est un risque calculé pour Tullet d'être équipier pour apprendre tout en progressant petit à petit dans les hiérarchies et peut-être sur 3 ans avoir un programme qui lui permette à la fin d'être un des leaders de cette formation Ineos. Mon avis sur ce transfert, il va être assez synthétique parce que je pense que je résume bien sur les 2 points précédents un peu mon avis, et c'est un peu un double point de vue finalement.
Le premier point de vue que j'ai eu, c'était une déception de voir un talent hyper intéressant partir encore une fois chez Ineos et surtout se fondre dans la masse des leaders et des coureurs protégés en sachant qu'il est fort probable qu'il l'armine. Ensuite, je me suis un peu mis dans la tête d'un talent britannique, peu importe qu'il ait des capacités plus ou moins fortes en montagne, mais d'abord un talent britannique pour lequel Ineos vient frapper à la porte. Et bien sûr, je serais intéressé de courir par la formation qui est quand même très populaire au Royaume-Uni. En plus, avec les qualités de Tulette, je pense que c'est vraiment pragmatique de se dire ok, Ineos est une des formations qui a le plus l'habitude de travailler avec des coureurs de mon profil, qui sait les faire progresser quand même, donc allez, on y va. Et puis, je me suis aussi rappelé d'un fait, c'est que régulièrement sur les Ardennaises, Ineos manquait de coureurs qui visent cette période-là particulièrement, et qu'ils ont peut-être trouvé quelqu'un avec Pidcock pour viser ce segment, vu que Kwiatkowski est vraiment là comme équipier. Du coup, je regrette un peu pour le cyclisme que Ben Tulette rejoigne directement Ineos, mais d'un autre côté, cela serait sûrement écrit d'avoir un tel talent britannique qui roule pour une équipe britannique et qui correspond idéalement à des qualités qui misent en avant de plus en plus sur les talents locaux. Enfin, c'est surtout la perte qu'il laisse chez Alpecin qui me fait le mal, même si on a de belles promesses avec Bayer et Vine et sûrement un recrutement qui pourrait peut-être permettre de combler la perte de Tulette. Pour conclure cette vidéo, on est face à un des futurs grands talents sur les classiques difficiles, sous-entendu la Lombardie et les Ardennaises, les Tours et peut-être les Grands Tours. Et Ben Tulette rejoint la formation Ineos après avoir été chez Alpecin. Si Ineos semble un choix de la progression sans pression et par étapes, ainsi qu'un retour au pays, Alpecin offrirait le leadership sur énormément de courses. Si les 3 années à venir chez Ineos devraient suivre un schéma d'adaptation, puis de belle liberté et enfin un rôle de leader, si son évolution va dans le bon sens. Dans une formation qui se veut de plus en plus britannique et portée sur des promesses comme Tulette, c'est idéal. Alors, si on n'a pas parlé du cyclocross ici, c'est parce qu'il n'a pas tellement participé à des cyclocross avec Alpecin. Pourtant, il serait intéressant qu'il leur refasse et qu'on voie son niveau à ce niveau-là. Peut-être qu'il ira dans le cyclocross en tant qu'aide de Pidcock quand celui-ci ira sur les cyclocross. C'est une chose à voir. Alors, aura-t-il la progression espérée dès l'an prochain chez Ineos? Que pensez-vous de l'arrivée de Ben Tulette chez Ineos? Pensez-vous que sa nouvelle formation va le cantonner à un rôle d'équipier ou un rôle de leader? Tulette sera-t-il le prochain néo-vainqueur britannique d'un grand tour, après ou avant Pidcock? Dites-moi tout ça encore. Pour terminer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à vous abonner et à mettre des pouces en l'air. Cela me permet de faire une avancée sur la chaîne, de voir vos retours, mais aussi de pouvoir largement changer des choses dans le montage ou dans ma présentation. Pour nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse de transfert, de décryptage de carrière ou encore d'analyse tout court concernant le cyclisme.